Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est excellent sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche avec l'excellence française, tout métier confondu. Aujourd'hui, c'est une spéciale musique et spectacle, on fait un peu à notre façon cette fin d'année qui approche. Il incarne une vision moderne de la musique classique. Laurent Couzon est compositeur, pianiste, chef d'orchestre et il repousse les frontières entre tradition et innovation, offrant des œuvres et des projets qui résonnent avec notre époque. Laurent, vous nous venez notamment aujourd'hui avec votre nouvel album de piano solo, Night Music, mais aussi d'autres réalisations étonnantes qui nous font mieux apprécier cette musique classique qu'on connaît peu et c'est excellent. Bienvenue. Bonjour Judith. Bonjour. Stéphane Grus, c'est le directeur artistique des Folies Grus et du même fait de la compagnie Alexis Grus, car comme on dit chez vous, c'est une histoire de famille. Cette année, vous fêtez vos 50 ans d'existence, Stéphane, avec un nouveau spectacle, je vous cite, musical, aérien et fait maison. Toujours dans votre beau chapiteau dans le Bois de Boulogne et à la Lisière de Paris, vous allez nous raconter tout ça. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est excellent, bienvenue chez vous. Alors, Laurent Couzon, on se fait plaisir, on écoute un petit extrait de votre nouvel album de piano solo, Night Call, et c'est sur Sud Radio. Night Call, le nouvel album de piano solo de Laurent Couzon sur Sud Radio, c'est un extrait du morceau Nocturne que vous avez composé, interprété, tiré de cet album. Très joli clip d'ailleurs réalisé par Amira Charny. Alors parlez-nous un peu de la jeunesse de cet album, parce que Night Call, ça fait, c'est poétique, d'ailleurs c'est assez lyrique votre manière de jouer. Merci, oui. D'abord, c'est la première fois que je fais un album de piano solo. C'est un exercice très difficile parce que je suis plus habitué à faire des disques avec des grands orchestres, avec des chœurs. Et il y a un moment donné où on se dit, tiens, faisons le challenge d'être un petit peu plus minimaliste et de s'asseoir juste derrière son piano et de voir ce qui en sort sous les doigts. Donc oui, c'est ça, vous l'avez dit, c'est un album qui est fait pour être intime, qui est très nocturne, que l'on écoute le soir, peut-être en buvant un verre de vin, ou dans l'intimité avec celle ou celui qu'on aime. C'est fait pour ça. C'est fait pour séduire aussi un petit peu du coup. Peut-être. C'est vrai que le clip que vous avez mentionné est un clip assez romantique, voilà, de la rencontre entre un pianiste et une danseuse étoile. Voilà, donc c'est. J'essaye de faire une musique qu'on pourrait qualifier un peu de romantique. C'est pour ça que le titre qu'on vient d'écouter s'appelle Nocturne, en hommage évidemment au grand Chopin. Bien sûr. Et puis c'est aussi l'envie de raconter des histoires humaines en fait. Oui, absolument. C'est l'histoire de la vie, l'histoire des sentiments, l'histoire des ruptures, des retrouvailles. Voilà, tout ce que nous avons tous et toutes connu. Et alors le piano, c'est souvent vu comme l'instrument le plus introspectif parce qu'on peut jouer seul et créer des très très beaux morceaux comme ça. C'est un peu la couleur de l'album. C'est aussi une manière de vous présenter peut-être d'une autre manière. Oui, parce que c'est vrai que voilà, dans les précédents disques, ce sont des choses beaucoup plus sonores, avec beaucoup plus de musiciens et assez grandiose. Et là, je voulais faire quelque chose d'intime. Le piano permet ça parce que l'avantage, c'est qu'on a toutes les notes devant les doigts et qu'on n'a plus qu'à appuyer dessus et trouver les bonnes qui marchent entre elles. Alors, qu'est-ce que quand vous créez un album comme ça, qu'est-ce que vous avez envie qu'on ressente en écoutant? Qu'est-ce que si vous de l'émotion avant tout, oui. De l'émotion et de la sincérité. Vraiment, là, c'est très très sincère. Pas mal des titres ont été un peu improvisé aussi, donc voilà, c'est la musique. Dans quelles circonstances vous créez? C'est quoi votre rituel? On crée quand on a eu des joies, quand on a eu des peines, quand on a été émerveillé. Quand on est touché par la vie, quoi. Exactement. Voilà, le processus de création, c'est celui-là. Et puis c'est aussi beaucoup, en tout cas en ce qui me concerne, en étant inspiré par la musique des autres. Finalement, ce qui m'inspire le plus, c'est la musique des autres. Et donc c'est en ayant cette grande connaissance et en ayant un peu de culture de la musique qu'on arrive soi-même à trouver sa voix, je pense. Alors, on a parlé introspection, on va parler exultation, si vous me permettez ce terme, Laurent Couzon. On écoute. Et c'est un moyen de rapprocher les peuples, c'est un moyen aussi de tendre la main, de parler aux autres, grâce à la musique aussi, grâce à des paroles en arabe, en hébreu et en latin. C'est un moyen aussi de toucher le cœur.
Alors c'est un extrait d'un reportage en fait qui a été fait sur votre Requiem 19. C'est une œuvre musicale pour la fraternité, pour la paix. On entend l'imam Hassan Chalgoumi témoigner. On sait que c'est un. Alors je raconte un peu ce que c'est pour les auditeurs. C'est écrit en 3 langues, le latin, l'hébreu, l'arabe. Vous vous inspirez du mythe de la tour de Babel pour porter un message vraiment universel de paix. Ça résonne tout particulièrement en ce moment, j'ai envie de dire. Ça a d'autant plus de sens. La musique, ça porte aussi. C'est important de ces messages-là, quoi. Je l'espère. Enfin, je veux encore croire que l'artiste a une place centrale dans la société, un rôle central à jouer. Et effectivement, cette œuvre sert à délivrer un message de paix et de fraternité, celui que nous a appris justement ce mythe de la tour de Babel, où la tour a été détruite, non pas seulement pour punir l'orgueil, ça sera une interprétation chrétienne plus tard, mais surtout pour apprendre à créer la différence. Parce que le grand problème à Babel, c'est que tout le monde parle la même langue, tout le monde fait les mêmes gestes et tout le monde va dans le même sens. Donc la destruction de la tour va créer ce qu'on va appeler la différence de l'autre. La diversité. La diversité, exactement. Et tout ça pour nous apprendre qu'aller vers l'autre, ça nécessite un effort, mais une fois qu'on a franchi cet effort, eh bien, on a d'autant plus de plaisir à l'apprécier. Bien sûr. Et alors, vous dites aussi que l'amour est plus fort que la mort. C'est une phrase clé de cette œuvre. Est-ce que la musique est plus forte que la haine aussi, finalement ? C'est ça que vous nous dites. Oui, exactement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a joué cette œuvre, écrite dans les 3 langues, comme vous l'avez dit, on a pu le jouer dans des synagogues, dans des églises, aussi dans des lieux laïques comme des opéras. Il s'est passé une sorte de magie où des représentants des 3 religions étaient assis les uns à côté des autres et il y avait une certaine communion qui se créait. Je crois que seule une œuvre d'art, ça peut être un grand tableau, une grande œuvre musicale, peut créer la communion qui peut-être relie encore les hommes. Donc en fait, vous êtes ce lien-là. C'est comme ça que vous avez envie de vous positionner, vous, Laurent Cousin. Je veux croire que la musique est ce langage universel qui permet d'abolir toutes les frontières. Et voilà, je n'en suis qu'un des nombreux représentants. Oui, vous êtes aussi un passionné qui réfléchit, qui crée et qui a envie de délivrer un message. Vous avez le droit de le personnaliser. Bien sûr, j'ai envie de délivrer ce message. Si vous voulez... J'essaye de ne pas être simplement un artiste de divertissement. Voilà. Bien que je n'ai aucun jugement sur ceux qui le font, mais je n'envisage pas d'écrire et de faire des créations musicales sans qu'elles portent un message fort et surtout ancré dans notre monde actuel. Camus disait, un artiste, c'est quelqu'un qui doit être embarqué dans la galère de son temps. Oui, ça c'est très sûr. Alors justement, en y intégrant cette contemporanéité, cette modernité, votre modernité, vous la liez aussi au monument du passé. Et ça, c'est le tout et c'est ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que sans ce passé, finalement, on aurait du mal à être ancré dans le présent, quoi, tout bêtement. Oui, bien sûr, et d'où l'importance aussi de l'éducation artistique, parce qu'elle nous permet de nous en émanciper et de se construire. Je suis effectivement très triste que l'éducation artistique soit si absente, notamment et de l'éducation nationale, et aussi parfois dans une place très très réduite dans les médias, ce qui ne permet pas aux jeunes générations de connaître, en tout cas par exemple, ce patrimoine extraordinaire et qui est d'une modernité, d'une actualité folle, qui est celui de la musique classique notamment. C'est ce que vous me disiez hors antenne, c'est que ça manque sur les antennes en général, à la télé. Il n'y a plus d'émissions de musique. Il n'y a plus rien du tout. On a décrété que c'était, je sais pas, ennuyeux ou alors réservé à une certaine catégorie de personnes. Moi, j'ai même entendu certains médias me dire, quand je leur ai proposé des émissions musicales, que la musique classique, c'était trop d'extrême droite. Alors, vous voyez, quand on entend des trucs comme ça, il y a de quoi tomber de sa chaise. Ça s'appelle le wokisme. Ah oui, ça s'appelle le wokisme dans toute sa splendeur et avec tout ce que ça a de dangereux, quoi. Catastrophique. Stéphane Gruss, vous aussi, vous alliez un héritage, j'ai envie de dire, presque ancestral. Ça fait 5 générations, bientôt 6, carrément déjà 6. Bientôt 7, voilà, que la compagnie Gruss existe. Et vous introduisez justement ces éléments modernes aussi pour surprendre votre public, mais en restant fidèle à cet esprit qui se transmet depuis toujours, quoi. Oui, mais c'est vrai que moi, je suis très sensible à tout ce que je viens d'entendre parce que c'est exactement les valeurs qu'on partage dans notre famille, c'est-à-dire d'abord un héritage équestre
qui s'est retransmis depuis 6 générations, mais cet héritage, il est vivant, c'est pas quelque chose de figé. Oui, vous avez 50 chevaux. Voilà. La création, c'est le moteur de notre famille, c'est ce qui fait que chaque année, on est motivé pour se remettre en question, pour surprendre le public une nouvelle fois. Et moi, depuis que j'ai la direction artistique de la compagnie, j'ai toujours souhaité aussi faire des rencontres artistiques. J'ai fait des spectacles avec des danseurs. Bon, la musique, elle a toujours été présente. Ça, c'est mon père qui nous a transmis ça. On est tous passionnés de musique. Moi, c'est le jazz, parce que je joue de la trompette. Et D'accord. je suis venu à la musique par le jazz, mais dans notre spectacle, c'est un petit peu la particularité de notre orchestre, de cette musicien, c'est qu'ils sont capables de jouer tous les styles de musique, en fonction des créations, en fonction des spectacles. Et donc voilà, la musique, la danse, le travail équestre, tout le côté saltimbanque aussi qui nous vient de notre maman, qui était jongleuse, fil de ferry, ça nous a tout transmis. Incroyable, j'adore. Et je crois que voilà, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Et quand on parlait tout à l'heure aussi de langage universel, je crois qu'on a ce point commun aussi avec la musique, c'est-à-dire que c'est pareil, les arts de la piste, ça parle à tout le monde. Et il n'y a pas besoin de comprendre la langue. Voilà, et puis il n'y a pas de problème de race, pas de problème de religion. Quand on participe au Festival international du cirque de Monte-Carlo, eh bien on a travaillé avec des artistes du monde entier. On était tous réunis sur une même piste et je crois que c'est des beaux symboles. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, quoi. Absolument, absolument. Mais je crois que c'est voilà, c'est et puis c'est vrai qu'aussi ce qui prime aujourd'hui dans le spectacle et ce qui moi me tient à cœur de mettre en scène, c'est l'émotion et ce qui touche les gens. Eh ben c'est nos valeurs familiales. C'est le fait de voir 3 générations sur une piste, qui a cet amour, cette transmission, ce respect qu'il y a entre nous, toutes ces valeurs que nous a inculquées mon père Alexis Grus et bien sûr ma maman. Et puis ce respect aussi avec le cheval, parce que ça aussi c'est l'animal emblématique de nos spectacles. On a un savoir-faire dans la famille qui est vraiment unique au monde, hein, j'ai pas peur de le dire, que ce soit dans le travail en liberté, dans l'acrobatie à cheval, dans le travail de haute école. On va y revenir tout de suite, hein, parce que vous savez, on a des petites coupures, des petites pauses à la radio, oui, hélas, mais ça c'est tout à fait passionnant. Chers auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous, c'est excellent, avec le compositeur, pianiste, chef d'orchestre Laurent Couzon et le directeur artistique de la compagnie Alexis Grus, Stéphane Grus. À tout de suite, restez là surtout. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent avec moi pour vous aujourd'hui. Le compositeur, pianiste et chef d'orchestre Laurent Couzon et son nouvel album Night Call et le directeur artistique notamment du nouveau spectacle, des 50 ans de la compagnie Alex Grus, Stéphane Grus. Alors Stéphane, on se fait plaisir un tout petit peu en musique quand même pour vous accueillir en 2 secondes. Voilà, c'est comme ça que vous entrez sur la piste. C'est l'ouverture du final, oui. C'est l'ouverture du final de votre nouveau spectacle. Alors ce nouveau spectacle, vous l'avez complètement mis en scène. Vous avez des chansons et des musiques originales qui ont été créées par Grégory Garel, Sylvain Roland, Pascal Balzano, Cyril Moret, Massimo Murgia. Et puis vous avez aussi un créateur lumière, un scénographe, Grégory Antoine. C'est un spectacle qui résume aussi, j'imagine, ou qui raconte en tout cas ce que c'est que votre compagnie, quoi. En fait, c'est un triple anniversaire. Donc, ce spectacle. Donc il fallait vraiment marquer les esprits. Donc ça fait longtemps que j'y réfléchissais. C'est les 50 ans à Paris, c'est-à-dire que ça fait 50 ans que mon père Alexis Grus a rencontré cette grande dame de théâtre Sylvia Montfort et c'était elle qui nous a fait venir à Paris pour la première fois que notre petit chapiteau familial, c'était dans la cour de l'hôtel Salé. C'est génial. Voilà, qui était aujourd'hui le musée Picasso et c'était pour illustrer, donc pour fêter le bicentenaire de l'arrivée d'Asley qui a créé le spectacle équestre. Et c'était pour fêter son anniversaire à Paris. Et depuis cette rencontre là qui devait durer 15 jours, ça a duré plusieurs années et ça a été vraiment un rendez-vous annuel avec les Parisiens. Chaque année, on vient à Paris avec un spectacle à proposer. Le 3e anniversaire, c'est celui des 5 ans des Folies Grus. Ça fait 5 ans que mon père nous a transmis les rênes de la compagnie à mon frère, ma sœur et moi. Voilà, on s'est réparti les tâches. Mon frère est le directeur général, administratif et technique. Moi, je m'occupe de l'artistique et ma sœur, Maud Flores, est responsable de nos 50 chevaux, de toute la cavalerie, ce qui est un travail aussi énorme. Et on est bien sûr épaulé par nos enfants. Par toute la famille, quoi. C'est vraiment un travail en famille. Ouais. Et puis, le 3e anniversaire, c'est les 170 ans de la famille, quand même. 1854. Énorme. Bravo. Donc voilà, il fallait vraiment marquer le coup. Et j'ai profité de l'occasion de ces anniversaires pour réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps, c'était mêler l'univers de la comédie musicale avec le nôtre. D'accord. Et voilà pourquoi notre histoire est racontée par 2 personnages qui vont être un petit peu le lien, le fil conducteur du spectacle. C'est une chanteuse
qui arrive pour son audition à la fin du spectacle et qui cherche à voir le directeur artistique et elle le trouve pas parce qu'il est très occupé. Et elle va rencontrer un peu l'homme à tout faire de ce directeur. Voilà. Et c'est Piotr, c'est celui qui s'occupe de tout et c'est lui qui va lui raconter un peu l'histoire de notre famille et qui va lui présenter les membres de la famille. Et tout ça, bien sûr, en chanson, parce que c'est la première fois que dans une création, on a composé des chansons et des musiques originales, la totalité, oui. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Grégory Garel, qui est donc un spécialiste de la comédie musicale, et c'est lui qui a composé les chansons et qui m'a aidé à écrire cette histoire. D'accord. Avec des vrais dialogues, avec des vraies scènes de jeu. C'est la première fois et ça touche énormément le public parce que vraiment on raconte notre histoire. Et c'est une histoire vraie, c'est une histoire qu'on voit sur la piste, et puis cet amour des chevaux qui transparaît bien sûr dans nos spectacles. Et alors vous avez perdu votre papa Alexis Greusse il n'y a pas si longtemps que ça. J'imagine que quand vous avez créé ce spectacle, il était juste à côté de vous et il vous soufflait quelques trucs, quoi. Oui, non seulement il était à côté de nous, mais il était aussi dans le spectacle parce qu'il avait un rôle important. Et bon, le fait de continuer à faire vivre ce spectacle sans lui, bon, c'est beaucoup d'émotions à chaque fois pour nous tous. Mais je crois que c'était aussi un hommage magnifique parce que tout ce qu'on voit sur la piste, tout ce que l'on sait faire, c'est lui qui nous l'a transmis. Et je crois que voilà, il aurait vraiment pas aimé que les choses s'arrêtent ou les choses changent. Il était vraiment, il aimait que tout évolue. Il était passionné, clairement. Passionné. Ça a été, je crois que dans notre domaine, ça a été un créateur absolument incroyable parce Bien que sûr. Il a fait bouger les barrières, oui, absolument, avec de la lumière. Il a commencé par faire passer le cirque à l'époque du ministère de l'Agriculture à la culture. Donc déjà, c'était déjà une belle reconnaissance. Incroyable. Ça faisait partie du ministère de l'Agriculture. Bah oui, parce que c'était les animaux à l'époque. Dans les années 70, c'était compliqué. Et alors, il y a la magie de la Racastre dont vous nous parlez, et puis il y a les saltimbanques, et puis il y a la Grande Poste. Alors, la Grande Poste, c'est inégalé, unique au monde. Racontez-nous ce que c'est quand même. Ça, c'est un tableau qui fait partie du répertoire équestre, donc de notre famille. C'est le courrier de Saint-Pétersbourg, c'est la Poste. C'est un cavalier ou une cavalière qui est debout sur 2 chevaux au galop, et on va envoyer des chevaux qui vont passer entre ces chevaux, entre les 2 chevaux sur lesquels elle est en équilibre. Elle attrape des rênes et ça forme un attelage. Alors je dis elle parce que c'est ma sœur. D'accord, qui fait ça. Qui présente ce tableau et c'est absolument unique parce que généralement c'est un numéro qui est présenté par des hommes. Ça demande une force et un équilibre absolument incroyable. Et en plus, le nombre de chevaux est inégalé puisqu'on arrive à créer un attelage de 18 chevaux, donc sur cette piste de 13 mètres de diamètre. Tout ça lancé au plein galop avec des étalons, c'est quelque chose d'unique. Et ça fonctionne parce que vous les aimez, vos bêtes, quoi, si j'ai envie de dire. Ça fonctionne parce qu'ils font partie de notre famille, parce que c'est nous qui les éduquons, c'est mon père, pratiquement mon père qui les a tous choisis et sélectionnés. Et voilà, et moi je dis souvent que les chevaux, ce sont eux qui rythment notre vie. Dès qu'on se lève le matin, c'est pour s'occuper d'eux. Et ce savoir-faire équestre, c'est quelque chose de fragile. C'est des artistes à part entière, c'est ça que vous dites. Absolument, oui. Et cette relation que l'on arrive à créer avec eux, elle peut se faire que par le temps, que par le travail, que par la passion. Et voilà, on leur donne beaucoup, mais ils nous le rendent énormément et ils nous apprennent beaucoup aussi, surtout. Et alors, justement, cette joie de la création, alors il y a de la danse, il y a de l'acrobatie, il y a de la musique. Ça fait partie vraiment de l'ADN de votre famille, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Assembler tous ces savoir-faire, c'est un peu l'art total, j'ai envie de dire. Le cirque, c'est un peu l'art total. Enfin, en tout cas, comme vous l'abordez, quoi. Oui, absolument, parce que voilà, on est à la fois des athlètes de haut niveau, parce que pour pouvoir présenter des numéros comme on les présente, de l'acrobatie à cheval, des numéros aériens, donc ça demande une hygiène de vie et puis une exigence au niveau des échauffements, du travail quotidien, etc. Et puis voilà, il y a aussi ce travail avec les chevaux. Donc oui, c'est une belle palette de tout ce que l'être humain est capable de faire sur cette planète. Et alors vous aussi, Laurent Couzon, vous nous proposez quand même une belle palette de ce que la musique classique peut nous offrir, quoi. Symphonique ou pas, fusionné ou pas, c'est de l'art total aussi, de la musique classique. Bien sûr, mais il y a beaucoup de similitudes avec le cirque. C'est vrai que quand on pense à un opéra aussi, c'est de l'art total qui mêle la danse, le chant, le théâtre. Et puis d'abord, je vous félicite de faire une création musicale totale dans votre spectacle, parce que ça, c'est merveilleux. Et puis, je crois qu'il y a aussi ce point commun que dans le cirque, c'est comme dans la musique, on peut pas tricher. C'est-à-dire que quand on est sur un trapèze ou sur un cheval, c'est comme quand on a un violon dans les mains, on peut pas faire semblant d'en jouer. Voilà. C'est des heures et des heures de travail pour arriver à l'excellence. Donc, effectivement, il y a beaucoup de points communs. Moi, j'ai une admiration sans borne pour votre métier.
Et alors vous, votre piano, comment ça se passe? Vous travaillez énormément aussi, on imagine? Oui, il faut en travailler quand même un peu chaque jour pour arriver à en jouer. Et moi, je suis pas loin d'être un virtuose du piano qui peut jouer des grands concertos. Mais c'est vrai que quand vous voyez les grands concertistes, il faut bien s'imaginer que c'est exactement comme journée, vous. C'est 8-10 heures par jour de pratique, sinon on n'arrive pas au plus haut niveau. Et alors justement, le fait de pouvoir arriver à cette excellence-là, ça n'est poussé que par une forme de passion, sinon ça fonctionne pas, quoi, Laurent Couson. Par la passion et puis par le plaisir de l'apprentissage, ce qui est totalement en train de se perdre aujourd'hui. Moi, je suis totalement désespéré que quand on ouvre son téléphone, on puisse faire un morceau en 2 minutes avec une IA, si vous voulez. C'est catastrophique de véhiculer ce message-là. Et vous allez être d'accord avec moi parce que toute la beauté de l'art, c'est justement cette période d'apprentissage. C'est de partir d'un point A pour aller à un point B. C'est toute cette période où on devient meilleur. C'est comme ça aussi qu'on arrive à trouver sa personnalité, à trouver son langage et à avoir le plaisir de développer son art. Si on tue tout ça, on tue l'humanité tout entière. Si on tue les étapes, on tue l'humanité. Je crois que mon père avait une magnifique définition de l'art. Allez-y. Il disait que c'était le travail effacé par le travail. Et c'est vrai que c'est qu'après des heures et des heures d'entraînement et nous quand on présentait des tableaux ou des exercices, dès qu'ils voyaient que ça avait l'air un peu laborieux, ils disaient non, ça faut pas le faire. Il faut que ça ait l'air facile. Si vous voulez faire rêver les gens, il faut leur donner l'impression qu'ils peuvent faire la même chose. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça aussi que le sourire, c'est quelque chose qui touche aussi beaucoup les gens, d'arriver à présenter tout ce spectacle en faisant des choses extraordinaires, mais avec beaucoup d'aisance, avec donc beaucoup de c'est ce carcan qui vous donne la liberté aussi, quoi. Oui, bien sûr. C'est indissociable en fait. Absolument. Mais j'ai envie de dire, c'est indissociable de tout grand savoir-faire ou de toute volonté d'excellence, non? Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui en donne aussi la valeur. Ouais, clairement. Et quand les gens nous disent justement, parce que avec cette formule des Folies Grusses qu'on a créée il y a 5 ans maintenant avec mon frère et ma sœur, où les gens sont en immersion dans notre univers. C'est-à-dire qu'ils arrivent dès le début, ils sont accueillis par un de mes fils à cheval. Ensuite, ils peuvent manger sur place. Ils peuvent manger sur place. Et pendant le repas, il y a de la musique live. Il y a les artistes sont présents. Il y a des animations artistiques qu'on fait déjà dans l'espace restauration. Donc déjà, ils sont avec nous. Ensuite, ils vont voir le spectacle qui dure 1h40 dans le grand chapiteau. Et ensuite, il y a l'after show où là on peut échanger avec les spectateurs et c'est vrai que c'est formidable pour nous d'avoir ce vrai retour direct des émotions qu'ils ont vécues. Donc ils nous disent merci, voilà, la famille les touche énormément, les chevaux aussi, la beauté des chevaux. Et ce qui touche aussi beaucoup les gens, c'est souvent ça le sourire. Alors, ils disent comment vous faites pour sourire comme ça, mais moi je leur dis, vous savez, le spectacle c'est la récompense pour nous de toutes ces années de travail et d'efforts, et de pouvoir vous offrir ça, c'est un vrai bonheur pour nous, et en plus de le partager avec son frère, sa sœur, ses enfants. C'est beau. Pour moi, il n'y a pas plus beau. J'ai envie de dire, c'est excellent. Vous êtes bien sur Sud Radio. On est avec Laurent Couson, qui est compositeur, pianiste, chef d'orchestre, et qui sort un album, Night Call, c'est du piano solo. Et puis Stéphane Grus, directeur artistique de la compagnie Alex Grus, qui fête ses 50 ans, mais pas que d'ailleurs. Allez, vous restez avec nous tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes ici chez vous, chers auditeurs, avec aujourd'hui le compositeur, pianiste, chef d'orchestre Laurent Couson et son nouvel album Night Music et non Night Call, attention. Et puis le directeur artistique du nouveau spectacle anniversaire des 50 ans de la compagnie Grus, Stéphane Grus, qui est aussi le co-dirigeant de la compagnie avec son frère. Allez, Laurent Couson, on écoute encore un petit extrait quand même qui paraphrase très bien cette vision de la modernité que vous avez en musique classique. Il faut que effectivement les gens puissent se lever de leur siège assez rapidement. On a envie de faire tout ce qui est interdit dans une salle de musique classique d'habitude, c'est-à-dire de taper dans ses mains, de se lever, de s'amuser, quoi. Alors c'est un extrait du reportage sur la création d'Electro Symphonic Project que vous avez présenté à la Scène Musicale à Paris. C'est réalisé par Camille Olejnik, que je dise pas de bêtises, et composé par vous-même, Laurent Couson. On est toujours sur Sud Radio. Alors ce qui est intéressant, ce qui me marque moi dans ce que vous dites, c'est que vous avez envie tout d'un coup de faire que les gens dansent, quoi, se lèvent et se comportent comme dans un concert lambda, j'ai envie de dire, où tout d'un coup on peut bouger, etc. Ce qui est absolument
absolument pas le cas, effectivement, quand on va écouter de la musique classique. Maintenant, il y a même une peur de rentrer dans les salles de musique classique. Combien de gens m'ont dit, je suis jamais rentré à l'opéra parce que j'ai peur d'y aller, ça me fait peur, je sais pas comment on a des places, c'est pas pour moi, etc. Alors moi, je leur dis, mais c'est pour vous, l'opéra, par exemple, c'est un art populaire par excellence. Et aller voir un orchestre symphonique sur scène, je vous mets au défi, même si vous ne l'avez jamais fait, de ne pas être ébloui dès les premières secondes quand vous allez voir 80 musiciens qui jouent à l'unisson. Donc l'idée, c'est d'abolir les frontières, et là ce projet Electro Symphonic Project, c'était encore une fois de rassembler et de créer la fraternité, en tendant la main aussi aux musiques actuelles. Donc là j'ai travaillé avec des DJ, avec des programmateurs électro, et ce qui s'est passé, c'est que d'une part ça m'a beaucoup inspiré dans mon travail de compositeur symphonique, de travailler avec ces gens-là, et puis d'autre part ça a fait aussi rentrer des gens dans la salle qui ne seraient jamais venus dans une salle de musique classique s'ils n'avaient pas vu électro devant symphonique. Et là ils sont arrivés devant un orchestre, ils ont vu mais en fait c'est ça un orchestre symphonique, alors c'est pas chiant en fait, c'est pas vieillot, c'est d'une modernité incroyable, etc. Voilà, donc c'est tout ce qu'on essaie de faire, et c'est vrai, sans blâmer personne, mais que la musique classique parfois peut être un patrimoine un peu poussiéreux aussi dans sa façon d'être présentée. C'est vrai que je ne comprends pas qu'aujourd'hui en 2024 on puisse encore avoir un orchestre symphonique avec des gens habillés un peu en pingouin, avec le nœud pape, la queue de pie, et puis le plein feu blanc qui bouge pas. C'est vrai que... D'ailleurs, c'est pour ça, je vous coupe, parce que vous avez proposé quelque chose de très intéressant qui m'a marqué, c'est que vous êtes alors vous êtes chef d'orchestre, donc vous dirigez ces grands orchestres symphoniques, et c'est vrai que le chef d'orchestre, on le voit de dos. Toujours. Oui. Et vous êtes filmé de face, donc on vous voit vraiment mimer toutes les émotions, tout ce que vous transmettez à votre orchestre. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, et c'est aussi pour montrer, en fait, parce que c'est vrai qu'on voit pas tout ça. Non, les gens me posent souvent la question, mais alors à quoi ça sert un chef d'orchestre? Des fois, il y a même des gens qui croient qu'on fait semblant, alors qu'en fait, c'est vrai qu'on dirige intégralement les 80 personnes qui sont devant nous, en essayant de les faire penser comme nous imaginons. Donc c'est un travail qui se fait beaucoup évidemment en répétition, et c'est un travail aussi qui se fait le jour de la représentation, puisqu'on est les seuls à ne pas avoir le droit de parler, de jouer. On est les seuls qui ne jouons d'aucun instrument. Le soir de la représentation, on doit être absolument muet, donc tout doit passer par les gestes, et surtout par les yeux. Donc c'est un travail presque d'acteur, et c'est ce que j'ai voulu montrer. Voilà. Mais vous pouvez regarder pas mal de vidéos de grands chefs d'orchestre, et quand on les voit de face, évidemment, on s'aperçoit à quel point tout passe dans leur regard et dans leur visage. C'est magnifique d'ailleurs. Et alors vous, Stéphane Grus, le public, le rapport au public, il est évidemment très important. Alors vous accueillez 3000 personnes, c'est ça que vous disiez dans votre chapiteau. Une capacité de 3000 places. Donc, et l'interaction justement entre l'espace, le mouvement, cette musique, ces artistes sur scène, etc., ça fait vivre une expérience immersive, et c'est aussi pour ça que ça nous traverse, qu'on soit tout petit ou grand, ça fonctionne quoi. Absolument, mais je crois que c'est ce qu'on vient rechercher maintenant quand on vient au spectacle, c'est de l'émotion. Mon père s'est toujours battu pour qu'on ait un orchestre live. Donc on a un orchestre magnifique de 7 musiciens, on a des voix aussi avec Candice Paris et Xavier Ducrot qui jouent ces 2 rôles principaux. Donc le fait d'avoir des voix aussi, ça permet aussi de faire passer des émotions différentes. Quand vous êtes au premier rang, vous avez la 4D parce que vous avez les éclairages, tout ça, mais vous avez un petit peu de terre aussi quand les chevaux galopent. Donc c'est vrai que et puis c'est du direct, l'émotion du direct. Ce que vous racontiez avec les musiciens, nous on le revit aussi avec les chevaux. C'est que les chevaux sont très très sensibles à nos émotions. Et souvent on se dit, les chevaux ils réagissent pas pareil en répétition quand on est au calme qu'au spectacle. Bon, bien sûr, il faut les habituer aux éclairages, à l'orchestre, la musique qui est forte et aux réactions du public. Mais il faut surtout qu'on arrive à rester dans les mêmes conditions parce qu'ils sentent tout. Si vous avez le trac, peur, ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Si vous n'êtes pas en confiance, si vous n'êtes pas bien. C'est là que c'est un peu dangereux aussi, j'imagine, non? Oui, mais bon, ça fait partie de notre métier et c'est à nous aussi de les mettre en confiance et de leur montrer que. Et puis il y a les humeurs aussi, ils sont comme nous, des fois ils ont envie, des fois ils ont moins envie, des fois on accumule les spectacles, des fois ils n'ont pas travaillé pendant 2 jours, ils sont un peu plus frais, le temps change aussi, donc, mais c'est passionnant parce que à chaque fois c'est une vraie prise de risque, mais en même temps c'est grâce à l'expérience, grâce
à l'entraînement, à la préparation, qu'on arrive à chaque fois à faire en sorte qu'il y ait cette communion avec le public. Alors j'ai découvert en antenne, avant de vous mettre à l'antenne tous les deux, que vous avez une personne en commun qui est Claude Lelouch, puisque Laurent Couzon, vous êtes son compositeur, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, entre autres. Et que vous, il était très proche, Stéphane Grus, de votre papa. Oui, très ami avec mon père. Et d'ailleurs, vous pouvez raconter l'itinéraire d'un enfant gâté quand même. Absolument, c'est une période très difficile pour nous, parce que notre famille, on était à l'arrêt, parce qu'on était cirque national pendant quelques années, et puis avec un changement de gouvernement, ça s'est arrêté, ils ont coupé les subventions, donc on a été à l'arrêt sans savoir si on allait pouvoir repartir, et on s'est retrouvé dans nos quartiers d'hiver à l'époque dans l'Oise, et il est venu nous voir, il était en préparation de son film L'itinéraire d'un enfant gâté, parce qu'il voulait raconter cette histoire de Sam Lion qui grandissait dans l'univers du cirque. Et avec mon père, il a pu se rendre compte que il y avait ces enfants qui pouvaient interpréter Sam Lion à différents âges. Vous avez joué dedans. Et donc c'est lui qui nous a aidé à repartir à Paris, à remonter le chapiteau. C'est grâce aussi à ce film notre famille a pu repartir sur les routes, et donc ça a créé un lien formidable entre lui et nous, et il venait chaque année voir nos spectacles, et d'ailleurs dans son dernier film il a encore fait appel à nous, puisque mon frère Firmin joue un petit rôle, et il y a une scène qui se passe à Béziers aussi quand on s'installe. Voilà, donc on est vraiment très très proches. C'est une belle histoire d'amour et d'amitié. Absolument. Et vous aussi, c'est une belle histoire d'amitié. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Ah oui, depuis 2003, il n'y a pas un seul de ces films dans lesquels je ne participe pas, à la fois en tant que compositeur, vous l'avez dit, musicien et même acteur. Un peu acteur, c'est ça. Il me fait jouer dans tous ces films. Alors écoutez, je suis un acteur assez exclusif parce que je ne joue qu'avec Claude Lelouch. C'est assez chic, j'ai envie de dire. Mais je joue dans les films de Claude Lelouch parce que dans tous les films de Claude Lelouch, il y a des rôles de musiciens très importants. Absolument. Aussi. Et vous le connaissez, il aime faire jouer la vérité. Donc c'est pour ça que quand il veut faire jouer des artistes de cirque, il appelle des artistes de cirque, et des musiciens, il appelle des musiciens. Et voilà, on a l'impression de participer à l'histoire du cinéma quand on travaille avec Claude Lelouch, parce que cet homme est rare. Du coup, tous les films, ils ont votre musique, quoi, depuis 2003. Alors d'abord, j'ai collaboré avec Francis Lay, qui m'a lancé et qui a fait cette magnifique musique d'itinéraire. Voilà, un grand compositeur. C'est Francis qui m'a lancé, qui m'a présenté Claude. J'étais d'abord son arrangeur et son chef d'orchestre. Et puis peu à peu, on s'est mis à partager les musiques. Et puis voilà, quand Francis est parti, naturellement, j'ai pris un peu la succession. Et alors, on imagine que composer pour un orchestre symphonique ou composer pour le cinéma, c'est finalement la même chose. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Non, mais surtout qu'avec Claude Lelouch, il n'y a pas beaucoup de contraintes, parce que il veut que la musique soit intégralement composée avant le tournage du film. Donc c'est lui qui va s'adapter à la musique et non pas le contraire. Voilà. C'est très intéressant, c'est rare. Voilà. Très très rare. C'est assez rare, voilà. Fellini faisait comme ça aussi, Morricone, certains grands metteurs en scène. Les gens savent pas assez que parfois, voilà, des grands metteurs en scène, et c'est d'ailleurs souvent quand on retient les musiques, on parlait tout à l'heure de Nino Rota, qui est un peu une musique emblématique du cirque aussi. Souvent c'est que la musique a été écrite avant les films et non après. Donc finalement, c'est ce qui permet aussi de donner du rêve, cette musique dont on parle. Elle est centrale. Pour revenir à la musique, c'est vrai qu'en tant que directeur artistique et metteur en scène de nos spectacles, c'est ma principale source d'inspiration, c'est la musique. Et c'était la même chose pour mon père. Pardon, donc quand vous créez... Il a été un véritable révolutionnaire aussi dans les années 70, quand il a commencé dans ses spectacles à utiliser des musiques de Lalo Schifrin, Mais juste, quand vous créez, vous écoutez de la musique en même temps ? Absolument. D'accord. Absolument. Et beaucoup de styles différents, parce que voilà, on a créé plein de spectacles dans des thèmes différents, donc à chaque fois, ça oblige à découvrir d'autres univers musicaux, et ça, c'est vraiment passionnant. Et c'est tout type, comme ça, pardon. C'est tout type de musique en fait. Oui, absolument. Et alors, à quand une symphonie électro chez Grus ? Avoir un orchestre. Là, il y a on de quoi faire, faire. De 7 musiciens. Mais... Écoutez, moi, ça serait mon rêve d'écrire de la musique pour le cirque. Je vous le dis. Voilà. L'émission qui crée le lien a fonctionné une fois de plus. Allez, vous restez avec nous. Merci à vous qui écoutez, c'est excellent. On est sur Sud Radio. On est avec le chef d'orchestre Laurent Couzon et son nouvel album. Et puis le directeur artistique de la compagnie Grus, Alexis Grus. Restez avec nous. Merci. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair.
Et oui, c'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission avec les esprits polyformes de l'excellence française. On est en compagnie du pianiste, compositeur et chef d'orchestre Laurent Couzon et son nouvel album Night Music et le directeur artistique du nouveau spectacle anniversaire des 50 ans de la compagnie Grus, Alexis Grus, Stéphane Grus. Alors, Laurent Couzon, auteur, compositeur, interprète, musicien, acteur, chef d'orchestre. Vous avez plusieurs vies, hein, ça c'est clair. Je déjà. suis même animateur de radio. Voilà, mais ça on va y venir. Vous dites tout avant, c'est pas drôle. Alors je vous cite quand même, j'essaye de rester secret dans le domaine de la musique classique. Par exemple, quand on fait des concerts de chef d'orchestre, il vaut mieux éviter de dire qu'on fait de la chanson. Quand on compose la musique d'un film, c'est pareil, il faut pas trop dire qu'on aime aussi jouer la comédie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la liberté créative totale ? Ça me choque, moi, d'entendre qu'il y a encore des barrières comme ça. Oui, c'est vrai, malheureusement. Mais particulièrement dans un milieu un petit peu conservateur comme celui de la musique classique. Alors là, si vous commencez à faire de la musique de film ou de la chanson, les portes se ferment immédiatement, quoi. Oui, il y a pas Et Philippe Glass, par exemple, les portes se sont pas fermées pour lui ? Non, c'est vrai, mais il est John américain Barry. et il travaille aux États-Unis. Ah, c'est oui, ça la grande différence. Exactement. Ah, c'est ça, c'est à cause de la France. Ah, mais en tout cas, Enfin, c'est un problème assez français. D'accord. Je dirais même pas européen, parce que en Angleterre ou aux États-Unis, c'est au contraire une force d'être varié multiple, et d'avoir ouais. multiple. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, non, vous connaissez sans être caricatural, cette fameuse truc des cases. Oui, parce que les cases ont un peu sauté dans certains milieux comme celui de l'acting, parce que maintenant on peut passer du cinéma à la télé et au théâtre beaucoup plus facilement. Donc on ose espérer que ça va être la même chose bientôt pour la musique. Ah, vraiment, je l'appelle de mes voeux, vraiment, et que notamment le milieu de la musique classique se détende énormément par rapport à tout ça. Mais peut-être que les gens viendront plus facilement à l'opéra après. Mais oui, mais c'est bien sûr. Stéphane Grus, vous dans votre milieu, c'est exactement le contraire, parce que plus on maîtrise de techniques différentes et variées, plus on est respectable, en fait, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de ce que nous ont enseigné nos parents, c'est-à-dire le fait de se remettre en question, le fait de toujours créer de nouvelles choses, de pas se reposer sur ses acquis aussi, de se mettre en danger. C'est la vie d'un artiste. Et moi j'ai grandi aussi avec les vieilles comédies musicales où je voyais ces Gene Kelly, Fred Astaire, qui étaient chanteurs, danseurs, comédiens, réalisateurs. Et moi, je voyais mes parents aussi changer de discipline et tout ça, et j'y ai vu beaucoup de points communs, et ça m'a donné envie d'apprendre. Et c'est vrai que quand on parle de la musique, il y a aussi cette rigueur aussi, bien sûr, quand on veut bien jouer d'un instrument, on sait qu'il va falloir le travailler tous les jours, et en même temps, c'est ce qui donne la liberté, ensuite, de pouvoir s'exprimer. J'espère que les enfants écoutent cette émission. J'ai un flash comme ça. Hein, je pense que c'est vrai que moi, important. souvent, quand on me posait la question, vous avez jamais eu envie de faire autre chose, mais vous savez, quand on grandit dans cet univers artistique, avec des animaux, avec des artistes, avec des musiciens, si la fibre artistique se développe pas, c'est qu'il y a un problème. Ou qu'elle a mal été transmise aussi. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on essaye de. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Vous en avez quelques-uns dans votre famille qui ont bien pas sûr, suivi ? Ça peut arriver. Moi, j'ai 4 fils et j'ai mes 2 aînés qui sont restés avec moi, qui sont passionnés et qui sont des artistes extraordinaires. D'ailleurs, ils ont remporté le Clown d'Or à Monte-Carlo, donc bravo, c'est excellent. C'est la récompense suprême dans notre métier. Et puis j'en ai 2 autres qui sont un peu plus jeunes et puis qui ont été formés comme eux, mais qui ont décidé de reprendre leurs études et de faire autre chose. Parce que si on n'est pas passionné à 200%, on peut pas le faire. Ouais, c'est pas la peine. Il y a le fait de vivre en famille, le fait d'avoir une vie quand même assez atypique, et il faut que chacun trouve sa place. Et pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais c'est quand on y arrive que c'est beau. C'est pour ça que le résultat est beau. Le résultat est très beau, je le confirme. Alors Laurent Couzon, on va y venir à la radio quand même, parce que vous avez très envie d'en parler. Vous êtes chez nos confrères de RCJ, vous avez une émission qui s'appelle La musique de ma vie, où vous partagez l'émotion, c'est vraiment une histoire d'émotion pour vous, de la musique classique, alors de manière accessible et dans l'intimité. Vous avez toujours un invité, un politique, un artiste ou whatever, avec qui vous évoquez une œuvre. C'est ça qui a changé sa vie ou qui l'a marqué d'une manière ou d'une autre. Exactement, une ou plusieurs. J'essaie d'aborder la musique classique sous un prisme émotionnel plutôt que sous un prisme didactique comme on peut l'entendre par exemple sur France Musique ou des radios spécialisées. Là, l'idée c'est d'amener les gens à leur dire la musique classique c'est pour moi. Donc c'est pour ça que j'invite chaque semaine une personnalité que les gens connaissent, qui n'est d'ailleurs généralement pas un musicien et qui me dit voilà pourquoi j'écoute telle ou telle musique, voilà ce qu'elle me rappelle dans ma vie, voilà pourquoi j'aime la musique classique. Et j'espère qu'au travers de ce message, ça permet de briser les barrières. De briser les barrières, puis de donner envie aux gens d'en savoir plus. C'est ça, ouais. Et alors Stéphane Grus, vous, on l'a dit, le public il est là, mais il est là à chaque rendez-vous, et à chaque fois c'est nouveau. C'est une nouvelle alchimie aussi. C'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre famille, c'est-à-dire qu'on a ce patrimoine unique
qui se retransmet mais qui évolue. Là, c'est vraiment des racines et des sels. Et qu'est-ce que vous avez intégré d'innovant totalement là dans ce nouveau spectacle, si vous pouvez nous dévoiler un petit truc? Il y a le fait que ce soit une comédie musicale et qui est vraiment un fil conducteur, c'est-à-dire on est plongé dans l'univers de notre famille parce que ces deux personnages, donc la chanteuse et cet homme à tout faire, vont vraiment elle va chercher à rencontrer le directeur artistique, elle va absolument passer son audition, et elle va rencontrer tous les membres de la famille, et à chaque fois qu'elle en rencontre, elle les voit évoluer sur la piste, et en même temps ça se passe pendant la création du spectacle, donc c'est tout à fait intéressant. C'est vraiment une façon nouvelle de pouvoir présenter notre travail et de vous connaître, quoi, d'apprendre à vous connaître. Et ça touche beaucoup les gens parce que je raconte plein d'anecdotes sur la rencontre de mes parents, sur ce qu'il nous a transmis, et c'est un hommage à votre papa, quoi. Aussi, ouais. Malgré le fait que ce spectacle a été créé avec lui. Et il était présent, donc il a fallu l'adapter un petit peu, mais c'est vrai qu'il est là, il est toujours là au-dessus de notre épaule, ouais, absolument. Laurent Couzon, parce qu'on a compris comment Stéphane est tombé dans le cirque a priori. Comment ça s'est passé? À quel âge? Ça commence par le piano? Qu'est-ce qui se passe? Ça commence par la trompette, comme vous, cher ami. Magnifique. Voilà, je suis un trompettiste ça commence à 5 ans, très jeune. J'étais un enfant un petit peu dissipé et mes parents ont vu qu'ils ont essayé pas mal de choses, dont les chevaux. Alors moi, les chevaux, ça n'a pas tellement marché. J'avais assez peur d'être dessus et hâte d'en descendre. Mais par contre, ce qui a marché, c'est la musique. Voilà. Et donc, de passion, c'est devenu mon métier. D'accord. Et alors, si vous aviez l'un ou l'autre, et l'autre d'ailleurs, un conseil ou un enseignement qui vous a marqué vraiment, que vous auriez envie de partager avec les auditeurs aujourd'hui sur votre carrière, sur votre manière d'accéder à cette création. Stéphane? Je crois que c'est ce qu'on a dit pendant toute cette émission, c'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir, il faut pas avoir peur. Moi, je sais que par exemple mes sources d'inspiration sont la musique, mais je vais voir beaucoup de spectacles. Je vais voir tous les styles de spectacles. Je vais à l'opéra, je vais voir des concerts, je vais voir des comédies musicales, je vais voir des pièces de théâtre. Et je crois que c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me donne envie, voilà, S'il y a une phrase de votre père, par exemple, qui vous revient le matin, c'est quoi? C'est une phrase qui est d'abord le travail effacé par le travail, c'est sa définition de l'art. Et il y en a une autre qui est magnifique et qui a une autre résonance aujourd'hui, c'est que c'était une citation de Didier Lockwood, avec qui il était très ami. Et grand violoniste. Et moi donc, mais on a ça en commun aussi. Et il lui a dit un jour, tu sais où il est le sourire de l'éternité? Dans la transmission. Et je trouve que c'est magnifique parce que aussi c'était une famille de musiciens, on connaît bien la famille Casatsu. Merveilleux. Et voilà, c'est... juste un mot sur Didier Lockwood. Je suis toujours très ému quand on parle de lui parce que sa disparition a été tragique et brutale. Et c'est quelqu'un qui a tellement fait pour la transmission et pour donner envie à des jeunes générations. Et moi, je dois vous dire que ça me donne l'occasion de lui rendre hommage. C'est vraiment la personne qui m'a lancé dans ma carrière musicale. Absolument. Vous avez fait son école? Oui, parce que quand je suis arrivé à Paris, que j'étais un jeune musicien et que j'allais sonner un petit peu aux portes des gens que j'admirais, il n'y en a qu'une qui s'est ouverte, c'est celle de Didier Lockwood. Magnifique. Une question comme ça aussi, c'est un peu la dernière question de l'émission, mais allez, on commence par vous, Stéphane. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez, si vous aviez un message à lui donner? Qu'il a eu raison de poursuivre ses rêves. Parce que c'est vrai que moi, je voyais mes parents sur la piste, j'étais vraiment émerveillé, j'avais qu'une envie, c'était de les rejoindre et de faire la même chose. Des très petits, quoi. Oui, depuis tout petit. Alors après, ils m'ont appris la rigueur aussi de l'apprentissage du travail, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas comme ça, quoi. Cette rigueur, elle est présente dans tous les domaines, dans notre métier et comme dans la musique. Bien sûr. Donc moi, je les voyais sur la piste, mais je les voyais aussi s'entraîner tous les jours, passer des heures. Ma mère, à chaque fois, sur ses trapèzes, sur son fil, à jongler. Elle m'a transmis le jonglage. Le jonglage, c'est une discipline. Si vous vous entraînez pas 2-3 heures par jour, vous arrivez à rien. Donc vous imaginez. Ouais, j'imagine. 2-3 heures de jonglage. Moi, j'imagine. Et alors j'ai eu cette chance de pouvoir transmettre à mes enfants, les deux aînés, sans les pousser, parce qu'ils avaient cette même passion. J'aurais pas pu les forcer, mais ils me voyaient travailler, ils me voyaient travailler, ils ont envie d'apprendre et le résultat, il est là aujourd'hui. C'est très beau. Bravo, c'est excellent. Laurent Couzon, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Je lui dirais travaille, persévère et surtout
sois patient, car les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Pourquoi vous étiez impatient? Oui, trop impatient, bien sûr. Ouais. Oh, on a toujours cette... Enfin, non, je ne sais pas si on l'a toujours. De quoi vous étiez impatient? De vouloir un peu brûler les étapes, de se dire pourquoi c'est pas moi qui suis sur scène, et pourquoi je suis pas là à tel moment, et ça vient pas assez vite, etc. Et en fait... c'est venu. Voilà, quand à quel âge, quand on vieillit moment un peu, on apprend qu'il faut être patient et que les choses arrivent au bon moment. C'est quoi la date où ça a explosé pour vous? Vous êtes confirmé dans votre chemin, quoi? C'est difficile à dire, mais il y a un moment en particulier. J'arrive à une période, en tout cas, où je suis un peu plus serein par rapport à tout ça. D'accord. Et je m'aperçois que la sérénité crée l'envie et le désir des autres. Bah voilà. Bah écoutez, ça sera le mot de la fin de cette émission. Je trouve que c'est un bon mot. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Merci à tous les deux, Stéphane Grus, Laurent Couzon. Merci d'être venus partager ce moment avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Laurent Couzon, votre nouvel album Night Music, attention c'est important, il est disponible j'imagine. Sur toutes les plateformes, partout. Et vous avez une petite date de concert bientôt peut-être? Je les posterai sur Insta, sur tout ça, sur tous les sites. Il y en aura pas mal en 2025. On va vous suivre. Alors les Folies Grus, c'est à Paris, c'est au carrefour des Cascades, à la porte de Passy, à Loré, du Bois de Boulogne, c'est dans le 16e. Pendant cette période de fête, à partir de la semaine prochaine, c'est tous les jours à 15h en journée et 21h le soir, c'est ça? Absolument. Merci, il va y avoir 2 gros événements, c'est cette messe de Noël que l'on fête chaque année sur la piste, après le spectacle, et puis la soirée du 31 qui est une belle occasion aussi de se rassembler et de faire la fête. Si vous avez envie de passer un bon réveillon, je vous conseille les Folies Grus, ça c'est certain. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui à Sud Radio, ses équipes aussi, puis vous pouvez tout retrouver, vous le savez, sur la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, Deezer et tout tintouin. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi à 13h30 pour Destin de Femme, évidemment. Et c'est excellent à 19h dimanche prochain. Bise, bye.